Bonjour, moi c'est votre serviteur Faustin Bossenge, un anonyme chercheur qui a l'habitude de publier les résultats de ses recherches sous forme d'ouvrages qui sont trouvables sur Amazon, dans les librairies de Kinshasa et seront bientôt en vente en ligne à Kinshasa, à Brazza et dans l'espace Schengen. Aujourd'hui, nous n'allons pas plancher sur l'histoire. Plus d'habitude, en tant que chercheur et écrivain, votre serviteur a l'habitude de vous édifier sur notre histoire nationale. Par contre, depuis un certain temps, ça c'est la troisième vidéo, nous sommes dans une série d'émissions intitulée « Comment la RDC peut devenir la première puissance économique africaine ». Normalement, c'est ça les défis. Je me suis toujours présenté comme chercheur et écrivain, mais il y a aussi une autre étiquette, une deuxième étiquette. Et je suis l'idéologue, je me considère peut-être à juste titre, l'idéologue du néo-moboutisme. Voilà. Je me considère également peut-être à juste titre comme un des fils spirituels de Mobutu. Et dans ce cadre-là, je planche de temps à autre sur le projet de société néo-moboutiste. Voilà. Notre série de vidéos actuelles, comment faire de la RDC la première économie africaine, est liée à ces projets de société-là. Au fait, je suis en train de plancher sur ces projets de société-là. La fois passée, la dernière fois, nous étions sur le premier plan quinquennal. Voilà. Dans le projet de société néo-moboutiste, le premier plan quinquennal, le premier plan de 3 ans de notre développement national. Et rapidement, de manière succincte, nous avons dit que, la fois passée, nous avons dit que la vision de gouvernance néo-moboutiste exclut, bannit toute logique de quête d'une assistance financière du FMI. De la même façon que le président Mobutu avait développé ce pays de 65 à 74 sans être tributaire des agendas néocolonialistes du FMI. De la même façon, le néo-moboutisme, en tant qu'une correction des tirs du moboutisme, va aller bien au-delà de ce qu'a fait le président Mobutu, de 65 à 74 pour arriver à garder pendant 7 ans un Zaïre valant $2 américains. Donc, ça, on n'en parle pas, c'était un miracle de gouvernance, mais ça, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Je disais la fois passée, on était dans le premier plan triennal du projet de société néo-moboutiste, où nous disions qu'on devait bannir l'assistance financière du FMI. Mais comment? Quand on bannit l'assistance financière du FMI, on fait quoi? On va à l'opération retroussons les manches, comme Mobutu l'avait fait, le président Mobutu l'avait fait en 65. Je l'avais dit. Et j'avais dit que si nous faisons attention, à l'époque, au plus fort du moboutisme, les hommes forts c'était des agriculteurs. Ils avaient comme nom Ngezayo, Kansebu, Bemba Saolona, Katale. C'était ça les gens riches. Pourquoi? Parce que l'agriculture marchait. D'où la vision de gouvernance néo-moboutiste. À part le fait d'un bannissement de toute assistance financière. Pas votre serviteur qui le décrète de manière péremptoire, non. Si nous recourons, je l'avais dit la fois passée, si nous jetons un coup d'œil sur les théories de l'impérialisme, nous avons un certain Adam Smith, il est connu, il est très connu, c'est un économiste très connu, il a beaucoup influencé l'économie, l'économie monétaire. Adam Smith, déjà au 19e siècle, disait ceci, il dit les économies du pays du Nord sont engagées dans un processus de déclin qui atteindra son point culminant le jour où les pays du Sud vont s'émanciper économiquement. Ça, c'est Adam Smith. Mais il n'y a pas qu'Adam Smith. Il y a aussi Kissinger, Henry Kissinger, la doctrine Kissinger. Selon Kissinger, je l'avais dit la fois passée, la répétition est la mère des sciences, Kissinger dit que, écoutez, pour que les États-Unis puissent sauvegarder leur primauté, leur puissance économique sur le reste du monde,
il faudrait éviter que les pays du Sud s'industrialisent. Pourquoi? Parce qu'il dit que, écoutez, ce qui signifie dit que l'industrialisation des pays du Sud affecte la puissance économique des États-Unis. Donc, selon Henry Kissinger, les pays du Nord n'ont pas intérêt à ce que les pays du Sud s'industrialisent, notamment la RDC. Pourquoi? Parce qu'en s'industrialisant, ils vont se mettre à utiliser eux-mêmes les matières premières, le coltan, le cuivre, le cobalt. Ils vont se mettre à utiliser ça eux-mêmes au lieu de les exporter à vil prix. Et ça va provoquer la flambée de cours mondiaux de matières premières. Et ça va influer négativement sur la puissance économique des pays du Nord. Donc, on voit déjà comment, on regarde déjà de cette prédiction d'Adam Smith, qui dit que le développement des pays du Sud est inversement proportionnel à la prospérité économique des pays du Nord. Ça, c'est la prédiction d'Adam Smith. Il y a la doctrine Kissinger qui dit que il faut éviter que les pays du Sud s'industrialisent pour ne pas qu'ils fassent, ils provoquent la flambée de cours de matières premières et par ricochet fragiliser les économies des pays du Nord, dont celles des États-Unis. Partant déjà de ce deux paradigmes, donc nous voyons que, ce que je dois ajouter, c'est que, il se fait justement que le principal actionnaire du FMI, ce sont les États-Unis et les pays du Nord. Mais le raisonnement est simple. Est-ce que les États-Unis et les pays du Nord, qui sont les principaux décideurs au niveau du FMI, ont intérêt à ce que le FMI puisse faire développer les pays du Sud? Non. Mais malheureusement, nos dirigeants, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, les dirigeants africains, ils sont toujours dans cette utopie-là de penser que le FMI a vocation de développer les pays. C'est pourquoi le néo-moboutisme, étant une correction des tirs du moboutisme, bannit les assistances financières du FMI. Nous n'allons pas nous développer. Le FMI n'a pas vocation de nous développer. Le FMI ne nous donnera jamais de l'argent pour nous développer. Il ne peut pas scier la branche sur laquelle la prospérité de l'Occident se repose. Mais nous faisons comment? Nous faisons comme vous avez fait en 65 jusqu'en 1994, l'opération Retroussons les manches. Je l'avais dit la fois passée. Et il n'y a pas que l'opération Retroussons les manches. L'opération Retroussons les manches, ça signifie que nous devons compter d'abord sur nos propres efforts pour financer notre développement national. Et tous les pays qui se sont développés, les pays qui se sont développés au jour d'aujourd'hui, si nous parlons de la Chine de Xi Jinping, si nous parlons de la Russie du camarade de Vladimir Poutine, si nous parlons du Brésil, de Lula et des autres, ils ont été dans cette logique-là de bannissement de l'assistance financière du FMI et de compter d'abord sur leurs propres efforts. C'est l'opération Salongo que Mobutu avait fait de 65 jusqu'à 1974. Et ce qui avait fait que le Zaïre avait connu les grands Zaïre. On raconte des histoires. Hein. Tout le temps que le système Mobutu a vécu, de 65 à 90, selon les rapports du PNUD sur le développement mondial, le grand Zaïre a toujours été parmi les 10 meilleures économies africaines. Voilà. Donc, dans le premier plan triennal, au regard du projet de société Mobutu, nous bannissons l'assistance financière du FMI. Nous comptons essentiellement sur le travail de la terre. Il faut ramener la population au travail de la terre. C'est le travail de la terre qui va financer notre développement national. Comme on l'a fait, le système Mobutu de 65 à 74. Il n'y a pas que le travail de la terre, je l'avais dit la fois passée. Il y a aussi la lutte contre la corruption. Dans le premier plan triennal, on va mettre un accent particulier sur le travail de la terre. Comment? Je l'avais dit la fois passée, il faut que j'y revienne. On va commencer par créer une banque, hein, disons, en pratiquant la tolérance zéro contre la corruption. Nous allons faire en sorte que les 15 milliards de dollars que nous dépensons chaque année, que nous perdons, que notre État perd chaque année en termes de corruption, d'évasion fiscale, de fraude douanière, de bradage de détournement de corruption, ça fait 15 milliards par an. Ça, c'est le rapport de ministre Louzo Obambi. Hein, je n'ai plus l'année. C'est documenté.
15 milliards, nous les perdons chaque année. Selon les projets néo-mobutistes, au lieu d'aller commander des miettes du FMI, de faire le tour du monde sans dignité, pour n'en récolter que 200 000 ou 500 millions de dollars, 200 000, à peine 200 millions de dollars, nous allons retrousser les manches. Nous allons emmener notre population au travail de la terre et au même moment pratiquer la tolérance zéro contre la corruption, particulièrement au sommet de l'État. Et ça va nous permettre de mobiliser des fonds propres dans le cadre du premier plan triennal et en serrant les ceintures, en poussant jusqu'à les limites de nos capacités, leur capacité à combattre la corruption, les dirigeants du nouveau Grand Esaïe pourront mobiliser 5 milliards de dollars, à peu près 30% sur les 15 milliards. Ce n'est pas facile de combattre la corruption, mais on peut en arriver là. Notamment, comme le préconise le projet de société néo-mobutistes, en instaurant la peine de mort contre la corruption à partir d'un niveau de dollars. Ce n'est pas l'histoire des douaniers, non. À partir d'un niveau au sommet de l'État, du haut magistrat de l'État, vous êtes pris dans un dossier de corruption, la justice se penche, la peine de mort. Ça, il faudra les dissuader. Comme ça, on pourra, au bout d'une année de 12 mois de ce travail-là, récupérer à peu près les 30% de 15 milliards, ça fait à peu près 5 milliards. Ça c'est plus que le FMI ne peut nous donner. Le FMI ne nous a jamais donné, il ne nous donne jamais plus de 500 millions de dollars. Or, avec ça, en luttant, en serrant les ceintures, en ramenant la population au travail de la terre, en combattant la corruption, on peut arriver au bout d'une année de mobiliser 5 milliards de dollars. Et dans les 5 milliards de dollars, là, on va les lancer à l'agriculture. Comment? Ce n'est pas n'importe comment. Nous devons commencer d'abord par créer, la fois passée, je l'ai dit, une banque de l'agriculture, de pêche et de l'élevage qui devra disposer des guichets de proximité dans nos zones de production agricole et déployer sur des organismes de microcrédit. C'est ça. Ça, c'est un. La création de cette banque-là, à partir de 5 milliards que nous avons récupérés en luttant contre la corruption et en faisant l'amorce de la relance de l'agriculture à partir du travail de la terre. Donc, nous créons une banque de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, qui sont de promouvoir la relance de notre agriculture. Il n'y a pas que la banque. Il y a aussi... nous devons bancariser notre économie informelle. Ça, c'est le premier plan triennal. Je suis encore dans le premier plan triennal. Nous devons bancariser notre économie informelle. Qui draine, qui confisque au-delà des structures bancaires 60% de notre PIB. C'est à peu près dans les 30 milliards de dollars. Comment la part sera quoi? Ce sera l'autorité monétaire, la Banque centrale, devra commencer par baisser le taux directeur, de disponibiliser beaucoup de crédits. Sur les 5 milliards, on peut affecter 2 milliards 500 millions par exemple. Pourquoi en titre de crédit, en baissant le taux directeur pour que les opérateurs économiques aillent vers la quête de crédit, nos agents économiques. Maintenant, la part sera quoi? Vous avez besoin de crédit, d'accord, mais pour avoir les crédits, il faut avoir un compte bancaire en mouvement, en ordre depuis plus de 6 mois. Il faut faire preuve de vos paiements des impôts. Voilà comment, petit à petit, nous allons intéresser les agents économiques à préférer garder leur argent en banque et au moment donné à payer les impôts et à accroître l'assiette fiscale de l'État et les capacités budgétaires de notre État. Ça, c'est le premier plan triennal. Et ça va nous conduire au lancement des 2 campagnes agricoles. Nous avons dit, c'est possible au bout d'une année. Nous avons la chance dans ce pays d'avoir les régimes climatiques inversés sur les 2 hémisphères. Ça veut dire que quand il pleut au nord, quand c'est la sécheresse au sud, il pleut au nord. Et quand la sécheresse se déplace vers le nord, il pleut au sud. Ça veut dire qu'une année, on peut faire 2 campagnes électorales et campagnes agricoles. Voilà le plan triennal. Le bannissement de l'assistance financière du FMI, la pratique de la lutte de la tolérance contre la corruption, la bancarisation de notre économie informelle, ça va nous donner de l'argent, sans que ça vienne du FMI, pour lancer 2 campagnes agricoles. Pilote, maïs, riz, viande de volaille, pisciculture.
Ça va faire en sorte que nous puissions réaliser notre autosuffisance alimentaire. Ça, c'est le premier plan triennal. Maintenant, quand on aura réalisé notre ressource financière, la première conséquence, c'est la stabilisation du taux du dollar. Voilà. Pourquoi? Puisque les opérateurs économiques auront peu besoin de dollars. Puisqu'on produit du riz à Kindu, on y reviendra, on produit du poisson à Kalemi. Donc, ils n'ont pas beaucoup de besoin de dollars. Ça va faire une consolidation saine de la monnaie nationale. Ce n'est pas une consolidation artificielle qui est obtenue en bloquant des salaires, en bloquant des frais d'émission, en bloquant des paiements des arriérés. Non, une consolidation qui viendra de la production. Voilà. La production sera plus égale ou supérieure à notre demande. À ce moment-là, le franc congolais va se consolider. Et avec toutes les conséquences qui s'en suivent. La consolidation du franc congolais, assortie de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, va faire en sorte que les prix puissent baisser sur le marché. De manière saine. Hein? Le franc congolais puisse se consolider. Or, quand le franc congolais se consolide, et au même moment les prix se baissent sur le marché, le pouvoir d'achat s'accroît de manière très substantielle, sans qu'il y ait des augmentations de salaires générateurs de l'inflation. Voilà. Et comme on a ce pouvoir d'achat-là, la population, les militaires qui touchent 200 000 francs congolais, quand les dollars valaient 20 000 pour 10 dollars, et ils se retrouvent au marché, les dollars maintenant vaut 10 dollars pour 10 000 francs congolais. C'est comme s'il touchait 400 000 francs. Et s'il a l'habitude d'acheter un sac de riz qui n'arrive pas à la fin du mois, il va s'arranger pour acheter 2 sacs de riz. Parce que maintenant, il a le pouvoir d'achat. Les 200 000 maintenant ont la valeur de 400 000. Pourquoi? Puisqu'il y a eu une consolidation de la machine nationale par rapport à une chute proportionnelle de 10 dollars. Et c'est comme ça que il y aura ce qu'on appelle la hausse de consommation du ménage. Puisque le pouvoir d'achat de la population a augmenté, les masses laborieuses, les masses paysannes, les masses ouvrières auront tendance à acheter plus. Ça va faire, donc la hausse de la consommation des ménages va amener la création des emplois. Puisque c'est lui, l'entrepreneur, l'exploitant agricole, qui produisait, qui vendait 10 sacs de riz par mois. Maintenant qu'il y a une forte demande, la demande a doublé, il sera obligé, il cherchera à produire 20 sacs. D'où il doit engager du personnel. Baisse du chômage, création des emplois. Et réaction en chaîne jusqu'à... Maintenant qu'il y a cette hausse de consommation du ménage, il y a ce pouvoir d'achat qui est accru de manière substantielle. On aura la croissance. Voilà comment le premier plan triennal, les projets de société néo-mobutistes disposent sur des approches de stabilisation, d'une saine stabilisation, d'une saine consolidation du franc congolais, sans recourir aux aides par définition néocolonialistes, c'est-à-dire assistance financière par définition néocolonialiste du FMI, sans recourir à la planche à billets pour augmenter des salaires dont le seul mérite est d'apporter l'inflation, sans bloquer les salaires et les frais de fonctionnement, mais d'une manière saine, en augmentant seulement de manière très substantielle la production locale. Nous aurons la consommation de la monnaie nationale, la baisse des denrées alimentaires à partir des campagnes électorales que nous allons lancer, 2 campagnes par an, par rapport au régime. Je l'avais expliqué. Donc ces pays, on a la possibilité de lancer 2 campagnes agricoles par an. 3 mois de semis, 3 mois de récolte quand il pleut au nord, et l'autre semestre, 3 mois de semis et 3 mois de récolte quand il pleut au sud. Et voilà comment le premier plan triennal va nous amener à l'amélioration des principaux indicateurs macroéconomiques et nous ouvrir la voie sur le deuxième plan triennal. C'est le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'était une répétition de ce qu'on a dit la fois passée. Le deuxième plan triennal, notre sujet, je nous rappelle, c'est comment la RDC peut devenir la première économie africaine. Le premier plan triennal nous a permis de consolider la monnaie nationale, accroître le pouvoir d'achat de la population,
améliorer les principaux indicateurs macroéconomiques. Maintenant, on entre dans le deuxième plan triennal de 3 ans, qui portera essentiellement sur l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire. Voilà. Puisque on a assaini, on a réhabilité le système financier, et notre système financier, les circuits bancaires, par la bancarisation de 30%, de 60% de notre PIB qui était confisqué dans l'économie informelle. Comment? Je vais expliquer, je n'y reviens pas. Et maintenant, on est dans la deuxième phase, deuxième plan triennal de notre développement national qui se fondera essentiellement sur l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire. Pourquoi? Pourquoi nous tenons? Pourquoi c'est indispensable, après le lancement des 2 campagnes électorales qui vont nous amener à l'autosuffisance alimentaire, de passer au stade de progresser, qui n'avance et recule. Nous n'allons pas nous contenter de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire, de la consolidation de la monnaie nationale, de la baisse des pouvoirs, de la hausse des pouvoirs d'achat, de la baisse des prix sur le marché. Non, nous devons passer au stade qui suit. Quoi? L'industrialisation de notre l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire. Nous produisons, mais nous devons donner de la valeur ajoutée à ces produits-là. Pourquoi? Puisque, en fait, l'objectif du deuxième plan triennal de notre développement national, au regard du projet de société néo-mobutiste, c'est de faire de notre pays le grenier de l'Afrique. Et ça va commencer d'abord par être le grenier de la sous-région. Nous sommes entourés par une dizaine de pays. Et ça fait à peu près un marché de quelques 300 millions d'habitants. C'est le marché des États-Unis. C'est déjà un grand marché. Voilà. Donc nous avons intérêt à implanter une industrie nationale de l'agroalimentaire pour donner de la valeur ajoutée à nos produits, les conserver pour pouvoir les vendre à l'extérieur. Voilà. Ça, c'est le premier objectif. C'est de donner de la valeur ajoutée, d'une manière, par des proportions géométriques à nos produits agricoles. Comment? Par l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création d'une classe moyenne. Voilà. C'est la zaïrisation. Nous revenons à la zaïrisation. Nous avons dit que le néo-moboutisme, c'est la correction des titres du moboutisme. La zaïrisation était une très bonne idée. J'ouvre une parenthèse. Ce n'était pas une catastrophe pour notre économie nationale, comme les gens le disent. Non, la zaïrisation n'a jamais influé négativement sur notre économie nationale. La preuve simple, c'est que la zaïrisation a eu lieu en 1972. Le Zaïre a continué à garder sa valeur 2 fois supérieure au dollar de 1967 à 1974. Donc la zaïrisation n'avait pas une incidence sur notre économie comme on l'a dit à la conférence nationale. Non. Mais là, ce n'est pas le problème. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux. Le néo-moboutisme va au-delà de ce que le moboutisme avait prévu pour la zaïrisation. Et je veux ouvrir une parenthèse pour vous dire, aujourd'hui, notre gouvernement vient de prendre une décision de zaïrisation. Mais dommage, sans beaucoup de mesures d'accompagnement. C'est retombé à peu près dans l'erreur du moboutisme. Et comme le néo-moboutisme, c'est la correction des tirs du moboutisme, nous allons appliquer dans le deuxième plan triennal, à la faveur de l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire, à part le fait de donner de manière substantielle de la valeur ajoutée à nos produits agricoles, il y aura aussi la création d'une classe moyenne. Comment? Par l'élaboration d'un code agro-pastoral. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je retiens 2 points dans ce code-là. Ce code-là doit disposer de sorte en sorte que, en fait, j'avais dit la fois passée, les néo-moboutistes pratiquent la libre entreprise. Ce n'est pas des entreprises d'État, ce n'est pas les dirigeants économiques comme le moboutisme. Nous pratiquerons les néo. Je ne dis pas nous pratiquerons, je dis que les néo-moboutismes préconisent la libre entreprise. Ça signifie quoi? Ça signifie que des propriétaires, des investisseurs vont amener leurs capitaux et ils vont venir créer des entreprises ici au pays
produire et vendre à travers le monde, payer des impôts pour l'État congolais et donner de l'emploi aux Congolais. Mais ce n'est pas tout. Ils doivent aussi apporter les transferts de technologies. Voilà. Alors, dans le code agro-pastoral, là, 2 points essentiels que je veux souligner ici. Le premier point est que ce code-là ferait en sorte que tout investisseur étranger qui vient pour s'établir ici chez nous, il doit accorder à ce que 20% de son capital soit congolais, soit national. Ça, c'est un des deux. 80% du personnel cadre doit être des Congolais. Voilà le nouveau code agro-pastoral. Voilà le code agro-pastoral, les 2 points essentiels. Ça, c'est la création d'une classe moyenne nationale. Sans que ce soit comme à l'époque du Mobutisme, où on avait donné des entreprises aux hommes politiques. Sans que ce soit comme aujourd'hui, on décrète seulement qu'il ne faut pas que tel vende. Mais l'économie est assez logique, hein, qui n'obéit toujours pas à la logique politique. Donc, nous, les néo-moboutismes, pour corriger ces erreurs-là, il va plus loin, hein, dans la zaïrisation, même la nouvelle zaïrisation, par la création d'une classe moyenne, sur base d'un code pastoral voulant que tout investisseur qui vient s'établir ici chez nous, il doit concéder 20% du capital à des Congolais. Ça, c'est un des deux. 83% du personnel de la superstructure de la société doit être des nationaux. 20% seulement des expatriés. Voilà comment on aura des Congolais qui ont des capitaux dans les entreprises de notre industrie nationale de l'agroalimentaire, des Congolais qui sont des cadres au niveau des entreprises d'exploitation agricole et des usines, des PMI, PME, tout ça. Voilà comment nous créons une classe moyenne nationale. Mais ce n'est pas tout comme mesure d'accompagnement. Donc, à part la création d'une classe moyenne nationale, pour que ça marche, pour que cette agriculture on passe, qu'une avance recule, nous devons créer 2 offices. Ça, nous sommes au niveau de la mise en application de ce code-là, de ce code, de ce chantier, dans l'exécution de ce chantier, de l'implantation d'une industrie de l'agroalimentaire, après l'élaboration de ce code agro-pastoral, qui zaïrianise, hein, en fait, les PME, les entreprises. Le deuxième point sera la création de ce que nous appelons les boulevards agricoles. Pourquoi on a des problèmes dans notre pays aujourd'hui? On a des problèmes puisqu'il n'y a pas de notre agriculture, il y a d'abord les problèmes des banques, il y a des circuits bancaires. Quand on parle du Congo belge, ça marche au Congo belge puisque derrière, il y avait des circuits bancaires très performants. Hein? Et nous avons résolu ce problème dans le cadre du premier plan triennal. Nous avons dit, on a bancarisé l'économie informelle, on a implanté une banque de la pêche et de l'agriculture. Ça, c'est déjà résolu. Le système bancaire marche, mais ce n'est pas suffisant. Le deuxième point maintenant, c'est que comment faire évacuer les produits? Voilà ce qui nous bloque, ce qui bloque aujourd'hui notre agriculture. Mais pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui les lotocola, l'alcool frélaté? C'est plus facile, les gens qui produisent du maïs, il n'y a pas de possibilité d'évacuer. Alors, ils préfèrent faire de l'autoco qui pèse, qui prend moins de volume, et dans des pirogues, ça peut descendre vers Kinshasa, ils font des revenus. Et pour booster, hein, notre agriculture, en allant, en passant de la réalisation de l'autosuffisance alimentaire vers l'implantation d'une nation de l'agriculture, nous devons aménager des routes, des voies d'évacuation, des routes de dessert agricoles. C'est ça que nous appelons des boulevards agro-pastoraux. Boulevards agro-pastoraux. Il y en aura 5. Je vais ouvrir une parenthèse. Le néo-moboutisme bannit pas seulement les assistances financières du FMI, mais il s'oppose au projet d'une EHPAD, de la route d'une EHPAD qui devait partir du Congo-Brazza vers Kasumbalé en passant par Kinshasa. Il est beau. Pourquoi? Il est contre-productif pour notre économie nationale. Et surtout un pont entre Kinshasa et Brazza qui inhibe, qui fragilise les activités du port de Matadi et du port de Banane. Le néo-moboutisme bannit ça. Il est opposé à ce projet-là, de pont rail route sur Kinshasa et de la route du Nimbane.
Par contre, en remplacement, l'Union Popochi préconise les 5 boulevards agro-pastoraux. Je vais les énumérer ici, je vais les détailler. La finalité, c'est quoi? C'est que la route du NEPAD qui part de Kinshasa, Ilebo et Kasumbalesa laisse enclaver à plus de 1000 km les gros de nos centres de production agricole qui sont l'Équateur, les Kivu, les Maniema, les Nord Kivu. Et ouais, donc c'est contre-productif notre économie nationale. De la même façon, les ponts, routes, rails inhibent les activités des ports de Matadi, surtout des bananes, au profit du port de Pointe-Noire. De la même façon, cette route-là laisse enclaver les gros de nos centres de production agricole. C'est pourquoi nous bannissons cette option-là de la route du NEPAD. Les projets de société de mobilité préconisent la création de 5 boulevards agro-pastoraux que je vais énumérer. Le premier boulevard partira de Zongo. Vous avez quitté Zongo, vous arrivez à Gemena, vous descendez à Bumba, Lissala et vous êtes à Kisanga. Ça, c'est le premier boulevard agro-pastoral. Le deuxième boulevard partira de Bunia. Vous êtes à Bunia, vous atteignez Beni, Butembo, vous êtes à Goma, Bukavu, à Kisanga. Ça, c'est le deuxième boulevard. Le troisième boulevard partira de Kisangani. Vous avez Opala, vous avez Ikela, vous avez Lodja et Kananga. Ça, c'est le troisième boulevard agro-pastoral. Le quatrième partira de Kananga, Ilebo, Kikwiti, Kinshasa, Matadi, Boma, Banana. Ça, c'est le quatrième. Le cinquième partira de Kananga, Kamina, Likasi, Kasumbale, Likasi, Lubumbashi et Kasumbale. Donc, vous voyez, au lieu de nous contenter de la voie du NEPAD, qui relie Kinshasa à Kasumbalesa en laissant enclaver les gros de nos centres de production. Non, grâce à l'articulation de ces 5 boulevards que je viens d'énumérer là, on va drainer nos productions agricoles de l'Équateur, du Kivu, de la province orientale à partir de Bunia, même de Kalemi vers Kindu. Et voilà, on va les drainer par rapport à Kasumbalesa vers l'Afrique australe, par rapport à Zongo vers l'Afrique de l'Ouest et par rapport à Banana vers notre port de Banana, voie d'évacuation vers l'extérieur. Voilà, deuxième mesure d'accompagnement. Les 5 boulevards agro-pastoraux. Ce n'est pas tout. Nous parlons de l'industrie. Nous allons entrer dans les détails. Nous en parlons de l'implantation de l'industrie de l'agroalimentaire. Il faut du courant. Puisque nous sommes maintenant dans les industries, il faut du courant. Mais avant d'arriver au courant, il y a le deuxième point. Le premier point, je vais me répéter. Le premier point, c'était le premier point, c'était de créer, donner de la valeur ajoutée à nos produits du sol et sous-sol pour faire des aïeux, des grands nouveaux aïeux qui arrivent dans les greniers de la sous-région, en attendant de devenir les greniers de l'Afrique, dans le cas du troisième plan triennal. Mais dans le deuxième plan triennal, selon le projet de société de l'Union Mobutu, les nouveaux grands aïeux se réalisent le grenier de la sous-région. Pour ce faire, il faut donner des valeurs ajoutées à nos produits du sol et sous-sol à partir de l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire. Ça, c'est le même point. Le deuxième point, c'était, on avait parlé de la création d'une classe moyenne sur l'application d'un nouveau code agro-pastoral, dont j'ai donné les détails. Le troisième point maintenant, c'est de quoi? Cette implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire favorise aussi, au fait, contribuer à une réduction de la fracture sociale très scandaleuse existant entre nos centres urbains et l'arrière-pays. Quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes à SK, vous êtes dans toutes ces alimentations-là, vous voyez, il y a la prospérité, il y a l'abondance, il y a la prospérité. Mais il y a des coins dans notre pays aujourd'hui où les gens ont perdu l'usage du sel, du savon, des habits. Vous voyez, c'est scandaleux. Hein? Nous avons à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Kisangani des supermarchés bien achalandés. Mais il y a des coins du pays où il manque, ils ont même perdu l'usage du sel. Les enfants qui naissent, ils ne connaissent même pas ce que c'est du sel, du sucre. Alors,
le projet là, le deuxième plan quinquennal, l'implantation d'une institution agroalimentaire aura aussi comme finalité, comme objectif, la réduction de cette fraude sociale, de cette facture sociale entre les centres urbains très prospères et des arrières, l'arrière-pays où les populations vivent dans la misère sociale. Comment on fait? En fait, il y a. C'est toute une alchimie. C'est une alchimie. Comment on va arriver à cette réduction de la fracture sociale? Ce qui signifie comment amener du développement, déplacer le développement humain, pas déplacer, amener aussi le même développement humain qui se trouve dans les centres urbains vers l'arrière-pays. Par l'implantation de notre industrie nationale de l'agroalimentaire. Comment? Je vais donner un exemple. Nous prenons un point, par exemple, comme Inongo. Prenons Inongo. Inongo, ils ont une culture, ils ont déjà l'élevage du bovin. Hein? C'est une tradition là-bas, déjà Inongo, l'élevage du bovin. Maintenant, ils le font de manière artisanale. Pourquoi? Il n'y a pas de capitaux, il n'y a pas de crédit. Maintenant, nous avons dit, dans le cadre du premier plan triennal, avec notre banque de l'agriculture, de pêche et élevage, qu'il y aura des guichets de proximité, notamment à Inongo, et des organismes de microcrédit, notamment à Inongo. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'un opérateur économique qui vient implanter à Inongo une usine de conditionnement de viande de bœuf, hein? Congélation, fabrication de corned-beef, tout ce qu'il y a comme conditionnement. C'est la libre entreprise. Lui, il amène son capital, il amène ses fonds et de la technologie. Il s'installe à Inongo. Il crée son usine. Ça signifie quoi? Ça signifie que les paysans, les habitants d'Inongo ont intérêt à élever des bœufs pour aller vendre à l'usine. Vous voyez? Mais comment ils commencent? Mais ils vont à la banque pour prendre des crédits dans les guichets des banques de l'agriculture, de pêche et élevage. Et comme ça, la présence d'une unité industrielle de conditionnement de viande de bœuf crée une dynamique de prolifération, de développement de l'agro-pastoral localement. Il y a des gens qui vont maintenant aller prendre des crédits pour élever des bœufs, pour aller les vendre au niveau de cette usine. Voilà comment se crée à Inongo un centre de création de la richesse nationale. C'est aussi un centre de développement humain, de promotion de développement humain. Comment? Mais l'habitant qui était là le mois passé, l'année passée, qui ne pouvait même pas élever de vaches, il devait commencer où? Mais subitement, il se retrouve à la possibilité d'avoir un crédit pour disposer d'un cheptel. Il a un cheptel de vaches et il va se mettre à vendre. Il a des revenus. Il va des revenus pourquoi? Puisqu'il est parti au guichet prendre des crédits. Il a d'abord un compte bancaire, il va prendre des crédits, il va payer ses impôts. Et maintenant, il va commencer à aller vendre de bœufs à l'usine, d'où avoir des revenus. Mais puisqu'il a des revenus, il va chercher à améliorer sa condition sociale. Il ne va plus habiter dans le même taudis, dans le même bicoque. D'où il y aura des promoteurs immobiliers qui vont profiter de ces nouveaux riches. Puisque Inongo est devenu un centre de création de la richesse au fin fond dans l'arrière-pays, pas dans un centre urbain. Voilà comment nous transférons une partie de la prospérité des milliers urbains vers l'arrière-pays. Et c'est comme ça qu'à Inongo, il y aura des promoteurs immobiliers qui vont venir construire des maisons pour les nouveaux riches. Les agriculteurs là qui ont maintenant, qui avaient l'année passée 10 vaches, mais 6 mois après, il a 20-30 vaches. Il va construire des maisons à crédit. Et il y aura aussi des promoteurs qui vont amener des centres de santé. Puisqu'il y a des nouveaux riches qui ont accru les rémunérations. Et il y aura des promoteurs scolaires. Voilà comment nous réduisons la facture sociale entre les milieux urbains et l'arrière-pays.
Ça, c'est le cas de l'implantation de notre industrie nationale de l'agroalimentaire. Ça, c'est le troisième point, mesure d'accompagnement. Nous avons dit nous avons parlé de code agro-pastoral, nous avons parlé de création de boulevards, maintenant nous avons parlé de création de ce que nous appelons les centres de création des ressources nationales au pays, qui sont constitués par une industrie qui consomme des produits de la terre, qui a accès au crédit aux banques, qui donne aux populations qui produisent et qui ont des rémunérations et qui améliorent l'ère sociale, d'où le développement humain s'installe, la réduction, la pauvreté diminue, puisque Inongo est devenu un centre de création de la richesse nationale. Et les nouveaux riches, les gens qui ont maintenant des rémunérations substantielles, ils vont améliorer leurs conditions de vie, d'où les entrepreneurs, les promoteurs immobiliers, les privés de services de santé, les promoteurs scolaires, ils seront Inongo. Voilà comment la prospérité se déplace. Je ne peux pas se déplacer. Hein? Comment nous réduisons la pauvreté à l'arrière-pays, comment nous réduisons la facture sociale entre les centres urbains et l'arrière-pays. Ça, c'est le troisième point, la réduction de la facture sociale. Comment? Par l'implantation de ce que nous appelons des centres de développement intégrés, constitués de l'usine de production et la paysannerie, la masse laborieuse, et un système bancaire à côté, qui va amener le social. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas tout. Il faut maintenant qu'il y ait de l'électricité. Puisque nous parlons de l'industrie nationale de l'agroalimentaire. C'est du courant. Voilà. Pour faire il faut du courant. D'où INGA 3. Voilà dans le plan des implants triennal qui va faire en sorte que le nouveau Grand Zaïre soit le grenier de la sous-région. Nous devons implanter une industrie nationale de l'agroalimentaire. Comment? Nous avons parlé des objectifs, nous avons parlé des mesures d'accompagnement, nous allons maintenant articuler comment implanter cette industrie sur le terrain. Et tenons toujours en tête le fait que ce souci-là, cette quête-là de promouvoir le développement humain dans l'arrière-pays. C'est comme ça que, pour ce qui est de la viande de bœuf, selon le projet de société de Moboutisme, il y a 2 centres. Il y a Rutshuru dans le Nord Kivu et puis Inongo dans le Bandundu. Où l'État, dans un premier temps, va ouvrir des joint ventures. Puisque la philosophie est que l'État ne doit pas devenir des entreprises d'État. Mais dans un premier temps, il crée une entreprise sur fond de l'État. Et il va ouvrir le capital au privé, de sorte que, à la longue, l'État ne soit plus majoritaire. Voilà. Et la création, au niveau de Rutshuru et de Inongo, des usines de conditionnement de viande de bœuf. Congélation, production de cornes de bœuf, de bois de conserve. Voilà. Et il y a une activité qui se crée à Rutshuru, qui crée le développement humain. Rutshuru devient un centre de création de la richesse nationale et promotion aussi du développement humain. Pareil avec Inongo. Donc, pour ce qui est de la viande de bœuf, la viande bovine, nous préconisons 2 centres, Rutshuru et Inongo. Pour ce qui est de la viande porcine, hein, il y a aussi la viande de porc. Nous avons Kisangani et Kananga. Hein? Nous avons Kisangani et Kananga. Nous avons surtout choisi Kananga. Pourquoi? Puisque nous partons toujours que derrière ça, il y a le concept de réduction de la pauvreté, création de la richesse. Hein? Aujourd'hui, Kananga Mbujima, nous savons ce qu'il est. Ce n'est pas pour dire qu'il y a massivement de l'exode. Hein? Les gens qui vont voir le Mumbashi viennent les voir vers Kinshasa. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas il y a pas possibilité de créer de la richesse nationale sur le plan local. Mais pour provoquer le mouvement inverse, nous avons choisi Kisangani, mais nous avons surtout choisi Kananga. Pourquoi? Puisque pour provoquer ces retours-là. Puisque quand les gens, les chômeurs qui font des web à Kinshasa, ils vont apprendre qu'il y a des usines qui sont installées à Kananga et qui achètent des viandes de porc, et les non-frais qui sont restés là-bas, ils ont eu accès au crédit aux banques,
ils ont élevé leurs porcs, ils les ont vendus, ils ont de l'argent, ils louent maintenant des maisons de bonne qualité, construites par des promoteurs immobiliers. Leurs enfants étudient dans de bonnes écoles. Et puis, voilà, il y a des supermarchés qui sont créés là-bas. L'offre de la demande, c'est la libre entreprise, l'économie du marché. De manière volontaire, ils vont préférer, au lieu de faire le aussi, rentrer là-bas. Ça, c'est pour la viande de porc. Pour le poisson, voilà. Comment, à partir de l'implantation de notre industrie nationale, comment rompre avec cette sorte d'importation de mauvaise qualité, des poissons de mauvaise qualité de la Namibie? Toujours dans la même alchimie de la libre entreprise, à partir de notre code de l'agro-pastoral, comme on l'avait expliqué, il sera implanté une pêcherie industrielle et des usines de conservation de poissons à Kalemi et à Mwanda. Comme ça, les pêcheurs de Kamine n'auront plus à jeter du poisson dans l'eau à la fin de la journée. Et ça va se conserver pour descendre, pour être vendu ailleurs qu'à Kalemi. Pourquoi? Puisque c'est conditionné. Pourquoi on jette? Puisqu'on ne peut pas amener à Lubumbashi, on ne peut pas amener à Kinshasa. Donc on jette dans l'eau. Mais puisqu'on a installé une pêcherie industrielle et une usine de conditionnement du poisson, on ne va plus jeter du poisson à Kalemi, on ne va plus jeter du poisson à Mwanda. On va amener du poisson dans des centres de consommation, Kinshasa, Lubumbashi. Taux $10, on n'y revient pas. Voilà, ça c'est pour les poissons. Les cafés par exemple. Pour les cafés, vous avez Beni, vous avez Jolu. Donc le système est que, puisque la philosophie, c'est d'amener le développement vers, et puis la création des richesses nationales vers l'intérieur du pays. D'où il faut qu'il y ait un certain ajustement. Hein. Donc vous avez Beni, vous avez Jolu. Jolu pourquoi? Moi je suis originaire de Jolu, mais ce n'est pas à cause de ça. Jolu, au niveau de la production du café, les connaisseurs le savent. Jolu était le centre le plus actif. Hein? Avec les Papa Moleka, les Burex et les autres, c'est connu. Donc il y a cette culture-là du café. Hein? La population, ils grandissent kawa. C'est dans la mentalité. Donc c'est plus facile de le faire là-bas. Comme à Beni. Ça c'est pour le café. Pour le cacao, pareil. Vous avez Butembo et Lukolela. Il y a déjà cette tradition-là du cacao. Hein? Il y a la viande de volaille. À l'intérieur de Kinshasa, ils ont l'habitude. On ne fait pas attention. On produit. Quand vous allez à Ipen, vous allez voir. Même à Matadi Kibal, vous pouvez voir toujours des poulets. Il y a cette tradition-là. Dans l'intérieur de Kinshasa, on peut installer par exemple en Bakana une usine de conditionnement de viande de poulet et de fabrication des aliments pour volailles. Et la présence de cette usine-là va faire en sorte qu'il y a la présence de l'usine, il y a aussi les banques et les maisons de microcrédit, va faire en sorte que les populations vont aller vers les banques et les organismes de microcrédit pour prendre l'argent et produire, pour venir vendre à cette usine. C'est le même raisonnement. C'est un centre de création de la richesse nationale, un centre de promotion de développement humain. Et comme ça, on aura le café, le sucre, par exemple, vous avez l'Utokila et Kulungo. Hein? Le manioc, hein? Vous avez Banalia, hein, vers Kisangani. On implante une industrie de conditionnement du manioc et vous avez également Boma. Ça, c'est pour le manioc. Arachide, donc, il y a l'arachide, il y a par exemple l'huile de palme. Vous avez Ebonda, vous avez l'Okutu, hein, vers Kisangani, Ebonda, et vous avez Idiofa. Hein, ça, c'est pour l'huile de palme. Oui, l'arachide, c'est pareil. Et on aura des industries de conditionnement. De la viande de bœuf, de viande bovine, de la viande porcine, de la viande de volaille, hein, du café, hein, du cacao, de production de chocolat, des arachides, de l'huile de palme, du sucre. Au bout des comptes, le pays s'érige comme le grenier, le principal exportateur
de ces produits-là au niveau de la sous-région. Nous avons dit, on a dit voisins, c'est plus de 300, un marché de plus de 300 millions d'habitants. Nous ne perdons pas de vue que jusqu'en 90, jusqu'au niveau du pillage, de 90 ou 91, les produits alimentaires, ça partait de Kinshasa pour être vendu à Brazzaville. Et même en Angola, pareil. Même à l'est du pays. On avait les kikina, c'est ça. Ce sera ça la philosophie. Maintenant, ce n'est pas tout comme mesure d'accompagnement. Il y a une autre mesure, c'est la création de 2 offices. Voilà. Vous avez l'Office national des infrastructures de secteur agricole et puis un Office national des produits vivriers. Pourquoi c'est des offices nationaux-là? Ça sera un coup de pouce. Comme c'est un début, c'est de la litre entreprise, ce n'est pas le dirigisme, mais de manière exceptionnelle, on a besoin de ces 2 offices-là. Comme c'est encore un début, comment l'Office national des infrastructures de secteur agricole, à part la création, l'implantation de 5 boulevards-là, les financements, on les verra par la suite. La libre entreprise, hein, c'est toujours l'économie du marché. Ce n'est pas l'État qui va financer ça. Ces routes-là, ces boulevards, ce seront des entreprises commerciales qui vont fonctionner sur le système de péage. Ça, c'est un détail, on va en parler après. Mais, à part ça, il y aura ce qu'on appelle l'Office national des infrastructures de secteur agricole. Donc, la vocation sera, d'une manière urgente et sommaire, on a à Bumba, il faut réparer les dépôts pour la déproduction du riz, puisque le riz devrait être produit à Bumba, à Kindo et à Lodja. Voilà. Le dépôt déjà, le port de Bumba, mauvais état. Là, c'est l'Office national des infrastructures de secteur agricole qui s'occupe de ça. Il y aura des financements pour ça. D'une manière urgente. Ce sont des interventions d'urgence, sommaires. C'est ça le rôle de l'Office national des infrastructures de secteur agricole. Tout ce qui est pont, aménagement des ponts, réfection des ponts, entretien des routes, des pistes agricoles, des secteurs agricoles, c'est cet office-là. Maintenant, le deuxième office, c'est quoi? C'est l'Office national des produits vivriers, qui aura suffisamment de fonds. Quand il y a des invendus, ils achètent à l'intérieur auprès des producteurs et ils vont les revendre là où il y a la carence. Ce sera aussi un organisme de stabilisation du marché. Quand il y a beaucoup de produits, l'office rachète, il les conserve. Quand il y a des pénuries, il les revend. Voilà à peu près, bref, le deuxième plan triennal que préconise les projets de société néo-montisme dans sa quête de faire de notre grand pays, le nouveau Grand Zaïre, le grenier de l'Afrique. Hein? Sur ces 3 points-là, nous avons dit, pour nous résumer, nous avons dit quels sont les objectifs, qu'est-ce que nous cherchons. Nous cherchons à donner de la valeur ajoutée à nos produits pour les rendre exportables. Voilà, les conditionner. Hein? Ça, c'est le point. Nous devons aussi créer une classe moyenne. Voilà. Et puis réduire la fracture sociale scandaleuse entre les centres urbains très prospères et l'arrière-pays misérable. Je vais donner les détails. Ça, c'est les objectifs. Maintenant, comment les faire? Nous avons dit qu'il va falloir un code des investissements, un code agro-pastoral, qui stipule en sorte, qui astreint les investisseurs qui viennent avec leur argent dans le cadre de la libre entreprise, créer des entreprises, de faire en sorte que les 20% du capital soient congolais. Et que les 80% des personnels de superstructure soient congolais. Nous créons une classe moyenne de manière saine. Ce n'est pas en décrétant automatiquement, toi prends ça, non, non. De manière saine, nous avons une classe moyenne. Pourquoi? Parce que la classe moyenne nous prépare à l'industrialisation. On ne peut pas aller à l'industrialisation sans avoir une classe moyenne. L'industrialisation va venir au 3e plan triennal. Il y a ce code-là. Nous avons parlé aussi de la création de 2 offices, hein, comme un guise d'accompagnement, l'office des infrastructures de décès agricoles et l'office de stabilisation des produits vivriers. Et le dernier point, c'est INGA. Nous devons, dans le cadre du 2e plan triennal, finaliser les travaux d'INGA 3. Toujours par des financements privés.
On y reviendra dans un autre cadre quand on parlera de financement de tout cela. Pourquoi? Puisque l'installation des industries, il faut du courant électrique. Voilà d'une manière sommaire comment le projet de société néo-mobutiste appréhende la problématique de l'implantation d'une industrie nationale de l'agroalimentaire qui, en passant, va permettre la création d'une classe moyenne nationale en application de notre niveau du code agro-pastoral qui sera élevé et en prélude à l'industrialisation de notre communauté. On ne peut pas parler de l'industrialisation quand on n'a pas une classe moyenne. Et c'est l'industrie de l'agroalimentaire qui va nous permettre de créer cette classe moyenne-là avant d'entrer au chantier de l'industrialisation de notre économie nationale dans le cadre du 3e plan triennal. C'est le prochain sujet de notre... c'est le sujet de la prochaine vidéo. Merci.